Tu n'as rien à faire ici. Tout le monde le voit. Les recrues encerclèrent la petite femme dès son premier jour. Ce n'est pas un endroit pour des gens comme toi. Maya Washington ne dit rien. Elle écouta simplement leurs paroles cruelles. Regardez-la. Elle a même peur de tenir une arme. Ils rirent tandis qu'elle évitait une fois de plus le stand de tir. Certaines personnes ne sont tout simplement pas faites pour la vie militaire. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que Maya avait été autrefois la tireuse d'élite la plus meurtrière de l'unité la plus élitiste jamais créée. Avant de plonger dans cette histoire, prenez un moment pour imaginer une petite femme confrontée à un jugement dans un centre d'entraînement militaire tout en portant des secrets qui pourraient tout changer. Êtes-vous sûr d'être au bon endroit, mademoiselle? Le sergent Jake Morrison baissa les yeux vers la petite afro-américaine qui se tenait devant lui. Maya Washington, 26 ans, lui arrivait à peine à l'épaule. Ses vêtements civils tombaient amplement sur sa silhouette élancée et elle ne portait qu'un seul sac à dos. Oui, sergent. Je suis ici pour le programme de réinsertion militaire. Morrison sourit. Eh bien, tout le monde, voici notre nouveau candidat. Le groupe de vétérans se tourna vers elle. Brad Chinson, 28 ans, s'avança, les bras croisés. Sérieux? C'est lui qu'il nous envoie maintenant? Maya resta immobile, son regard sombre passant d'un visage à l'autre. On aurait dit qu'elle étudiait attentivement chaque homme, mémorisant quelque chose d'important. Ne t'attends à aucun traitement de faveur, continua Brad. Ce n'est pas une colonie de vacances, ma chérie. Les autres hommes rirent. Tyler Kennedy donna un coup de coude à Marcus Foster. Regardez-la. Elle pleurera demain pour rentrer chez elle. Je ne vais nulle part, dit doucement Maya. Morrison lui tendit une pile de draps. Tu es dans la couchette 12. Essaie de ne pas ralentir les autres. Alors que Maya se dirigeait vers le dortoir, elle entendit des murmures derrière elle. Quelle blague! Elle ne tiendra pas une semaine. Qui a approuvé ça? Elle ne dit rien. Elle alla simplement à la couchette qui lui avait été assignée et fit son lit avec une précision militaire. Chaque angle était net. Chaque pli précis. Brad l'observait de l'autre côté de la pièce. Et, poupée de porcelaine, lança-t-il. Tu te rends compte qu'il s'agit d'entraînement au combat, pas d'économie domestique, n'est-ce pas? Maya termina son lit, puis se tourna vers lui. L'espace d'une seconde, quelque chose brilla dans ses yeux, quelque chose qui fit reculer Brad, inconscient. Je comprends parfaitement, dit-elle calmement. Cette nuit-là, pendant que les autres dormaient, Maya était assise sur sa couchette, les yeux rivés sur ses mains. Sur son poignet droit, caché sous sa longue manche, se trouvait un petit tatouage, un serpent noir enroulé autour d'une balle, avec les lettres BV7 en dessous. Elle abaissa sa manche et ferma les yeux. Aucun d'eux ne savait que la femme fragile dont il se moquait avait été autrefois la tireuse d'élite la plus redoutée d'une unité militaire d'élite. Lève-toi, poupée de porcelaine. Brad donna un coup de pied dans le lit de Maya à 5 heures du matin. Elle était déjà réveillée, entièrement habillée, assise en silence. Tu as seulement dormi, demanda Tyler en riant. Maya se leva sans répondre. Elle était réveillée depuis 3 heures du matin, mais il n'avait pas besoin de le savoir. Au petit déjeuner, personne ne lui réserva de place. Elle mangea seule, tandis que les autres chuchotaient et pointaient du doigt. Elle termina son repas en silence et débarrassa les tables sans qu'on lui demande. Regardez-la, ricana Marcus. On dirait une bonne. La première semaine se déroula de la même manière. Maya se voyait confier les pires tâches, nettoyer les salles de bain, faire la vaisselle, récurer les sols. Chaque tâche lui était confiée avec un sourire narquois et un surnom cruel. Recrue perdue, nettoie la salle d'entraînement. Boneka, sort les poubelles. Petite souris, nettoie les armes. Maya ne se plaignait jamais. Elle faisait simplement ce qu'on lui demandait, et même plus. Elle arrivait tôt pour installer le matériel. Elle restait tard pour ranger. Elle nettoyait chaque arme jusqu'à ce qu'elle brille. Les autres recrues voyaient cela comme du désespoir, une tentative pitoyable de s'intégrer. Elle est pathétique, a dit Brad au groupe. Elle pense qu'en travaillant suffisamment, nous l'accepterons. Lors des séances de thérapie de groupe, Maya a essayé de parler à 2 reprises. Les 2 fois, Tyler l'a interrompue avec des blagues qui ont fait rire tout le monde. La 3e fois, elle n'a rien dit. Elle s'est contentée d'écouter.
Mais quelque chose d'étrange se produisit pendant l'entretien de l'arme. Maya manipula chaque fusil comme si elle en connaissait chaque pièce par cœur. Ses mouvements étaient rapides et assurés. Elle testa chaque mécanisme à la perfection. Morrison le remarqua, mais ne dit rien. Ce soir-là, Maya était assise seule dans la salle commune. Brad s'approcha avec son habituel sourire moqueur. « Tu sais quel est ton problème, dit-il. Tu penses être à ta place ici. Mais certaines personnes ne sont tout simplement pas faites pour cette vie. » Maya leva les yeux vers lui. « Et c'est quoi cette vie ? » « La vie d'un guerrier. La vie où il faut être fort quand ça compte. » Maya hocha lentement la tête. « Je vois. » Elle retourna à sa couchette. Sous son oreiller se trouvait une petite photo, quelqu'un en tenue de combat, le visage caché. Elle la toucha doucement, puis la rangea. Demain, la même chose se reproduirait, mais Maya avait survécu à bien pire que des paroles cruelles et un surcroît de travail. La seule question était de savoir si ces hommes méritaient d'être sauvés de leur propre ignorance. Washington, tu es de nouveau de service. Le sergent Morrison tendit à Maya une boîte de pièces détachées pour fusil. Les autres recrues grognèrent, sachant qu'elles devraient attendre qu'elle ait fini. Super, nous serons là toute la journée, marmonna Brad. Maya ouvrit la boîte et se mit au travail. Ses mains avançaient sans hésitation. Elle démonta chaque fusil pièce par pièce, nettoya chaque composant, puis les remonta. Elle termina chaque arme en moins de 3 minutes. Tyler la regardait. « Tu as eu de la chance la première fois. » Mais Maya a terminé les 12 fusils plus rapidement que le groupe n'en a généralement terminé 4. Morrison fronça les sourcils. « Où as-tu appris à faire ça ? » Formation de base, sergent. L'entraînement de base n'enseigne pas ce genre de vitesse. Maya ne dit rien et passa à la tâche suivante. Pendant les exercices de lecture de cartes, Maya restait silencieuse tandis que les autres peinaient à comprendre les repères de la grille. Lorsque Brad se trompait sur une coordonnée, Maya lui indiquait gentiment le bon endroit sur sa carte. « Je ne t'ai pas demandé de l'aide, rétorqua-t-il. « Désolé, répondit doucement Maya en reculant. Mais Morrison avait vu son doigt atterrir exactement là où il aurait dû, sans même qu'elle vérifie la légende. Au stand de tir, Maya trouvait toujours des excuses pour ne pas participer. « J'ai encore besoin de temps, sergent. Puis-je simplement observer aujourd'hui ? » Encore ? Ça fait 2 semaines. J'ai besoin de me sentir prêt. Les autres rirent. Elle a peur des bruits forts, taquina Tyler. Maya les observait en silence pendant leur entraînement. Elle suivait chaque tir du regard. Elle remarqua que Marcus visait trop haut. Elle remarqua la mauvaise posture de Tyler. Elle remarqua les erreurs de respiration de Brad. Mais elle ne dit rien. Après la séance, elle a aidé à transporter les cibles jusqu'au stockage, les manipulant avec précaution, étudiant les impacts des balles comme si elle lisait un livre. « Tu analyses nos mauvais coups, souris, plaisanta Marcus. J'aide juste à nettoyer. » Cette nuit-là, Maya était assise seule dans l'armurerie. Elle tenait un fusil vide, testant son poids et son équilibre. Elle le porta une fois à son épaule, puis le reposa rapidement. Ses mains tremblaient. Morrison observait depuis l'embrasure de la porte. Quelque chose dans sa façon de manier cette arme le déstabilisait. Ce n'était pas de la peur. C'était de la familiarité. J'en ai assez de ces bêtises, Washington. Le sergent Morrison se tenait devant Maya pendant les exercices matinaux. 3 semaines s'étaient écoulées, et sa patience était à bout. Vous participerez à tous les exercices aujourd'hui. Elle s'assit à son bureau et contempla l'épée manuelle du règlement de la prison. La page 247 était claire, aucun animal non autorisé n'était admis dans les locaux sécurisés, quelles que soient les circonstances. Enfreindre cette règle pouvait mettre fin à sa carrière. Mais quelque chose dans la supplication de Sarah la troublait profondément. Elle avait vu des centaines de condamnés à mort vivre leurs dernières heures. La plupart imploraient la clémence, criaient leur innocence ou maudissaient le système. Sarah était différente. Elle ne demandait pas à vivre. Elle voulait juste dire au revoir à son chien. Crawford a pris le téléphone et a appelé le bureau du directeur à Austin. « Monsieur, j'ai une demande inhabituelle de Sarah Mitchell. Elle souhaite voir son chien avant l'exécution. » Il y eut un long silence sur la ligne. « Tu sais que c'est contraire à toutes nos réglementations, Jim. » « Je sais, monsieur. »
Mais elle a été une détenue modèle pendant 18 mois. Pas d'ennui. Pas de violence. C'est la seule chose qu'elle ait jamais demandée. Que vous dit votre instinct? Crawford regarda par la fenêtre vers la cour de la prison. Mon instinct me dit que cette femme dit la vérité. Je ne peux pas l'expliquer. Mais j'ai vu des gens coupables et elle n'agit pas comme eux. Un autre silence s'étendit sur la ligne. Je l'autorise. 20 minutes. Mais ça reste entre nous. Et le protocole de sécurité maximale s'applique. En cas de problème, tu en seras responsable. Crawford a raccroché et a immédiatement appelé Rebecca, la sœur de Sarah. Mademoiselle Johnson, voici le directeur Crawford de Huntsville. Je veux que vous ameniez Max à la prison avant 7 heures du matin. Votre sœur a reçu l'autorisation de le voir. Rebecca halta. Tu es sérieux? Oh mon Dieu. Merci. Sarah te sera tellement reconnaissante. Les conditions sont strictes, a averti Crawford. Le chien sera soumis à un contrôle de sécurité complet. En cas de problème, la visite est annulée. Tandis que les préparatifs étaient en cours, Crawford ne parvenait pas à s'empêcher de penser que cette décision allait tout changer. Parfois, les moments les plus importants de la vie se présentaient sous de simples demandes. Il espérait seulement ne pas commettre la plus grosse erreur de sa carrière. À l'aube, Rebecca Johnson arriva à la porte de la prison, Max bien attaché à l'arrière de son SUV. Le berger allemand, calmement assis dans sa cage, percevait la tension. Les mains de Rebecca tremblaient en signant les documents de visite. « Suivez-moi jusqu'au poste de contrôle de sécurité », a ordonné l'agent Martinez. Le chien doit être entièrement inspecté. Ils ont conduit Max dans une salle stérile où le docteur Patricia Hay, vétérinaire consultante de la prison, l'attendait déjà avec son matériel. Le docteur Hay était une femme sérieuse d'une 50aine d'années, forte de plus de 20 ans d'expérience dans le soutien aux forces de l'ordre. « Comment s'appelle le chien » demanda-t-elle en ouvrant la cage. « Max » répondit Rebecca nerveusement. « Il est gentil. Sarah l'a sauvé il y a 2 ans. » Le docteur Hay passa ses mains sur le corps de Max, à la recherche d'objets cachés ou d'anomalies. Elle examina sa bouche, ses oreilles et ses pattes avec une efficacité professionnelle. Max resta parfaitement immobile, comme s'il comprenait. « Il n'a rien à craindre pour l'instant, » dit le docteur Hay. Puis elle se figea. Ses doigts avaient effleuré quelque chose d'inhabituel derrière l'oreille gauche de Max. Elle écarta délicatement la fourrure et se pencha plus près. « Il y a une cicatrice ici, » murmura-t-elle. Une fine incision chirurgicale. Environ 2 centimètres. Elle appela Crawford. Il inspecta la ligne à peine visible. Cela pourrait-il provenir d'une vieille blessure? Non, répondit le docteur Hay. C'est récent. Pas plus de 6 mois. Et c'est trop précis. Quelqu'un a utilisé un scalpel. La confusion de Rebecca s'approfondit. C'est impossible. Max n'a subi aucune opération depuis l'arrestation de Sarah. Je le saurais. Le docteur Hay se redressa. Monsieur, le protocole exige une radiographie pour toute trace chirurgicale inexpliquée. Il pourrait y avoir quelque chose de caché sous la peau. Crawford sentit son estomac se serrer. Combien de temps? 15 minutes. Il regarda sa montre. Il était 7h45. L'exécution de Sarah était prévue à 9h. Il lui avait promis 20 minutes avec Max. Mais maintenant, tout avait basculé. Fais-le, ordonna-t-il. Et ferme cette pièce à clé jusqu'à ce qu'on sache à quoi on a affaire. À 7h45, l'appareil de radiographie portable arriva. Max était calmement allongé sur la table métallique tandis que le docteur Hay positionnait le scanner. Le bourdonnement de l'appareil emplissait l'air. Lorsque l'image est apparue à l'écran, tout le monde dans la pièce est devenu silencieux. « Qu'est-ce que c'est » murmura Crawford. Le scanner a clairement montré un petit objet rectangulaire encastré sous la peau de Max. Ce n'était pas une puce d'identification standard. C'était plus gros, plus complexe. « Je n'ai jamais rien vu de tel », murmura le docteur Hay. C'est clairement artificiel. Mais je ne peux pas encore dire ce que c'est. La voix de Crawford se durcit. Évacuation partielle. Alerte jaune. Appelez immédiatement les démineurs. Quelques minutes plus tard, le sergent Rodriguez, expert en explosifs, arriva et examina Max avec précision. Le détecteur confirma la présence de métal.
Ce n'est pas explosif, annonça Rodriguez après plusieurs vérifications. Mais c'est bel et bien électronique. On dirait une sorte de dispositif de stockage. Le docteur est à préparer une anesthésie locale. Je peux le retirer en toute sécurité. Mais j'ai besoin d'une autorisation. Les yeux de Crawford se posèrent sur l'horloge. 8h10. Il restait 50 minutes. Fais-le. Rebecca se tenait dans un coin, en pleurs, confuse. Je ne comprends pas. Qui ferait ça? Pourquoi? Le docteur y travailla rapidement mais avec précaution. L'objet avait la taille d'une petite clé USB, enveloppée dans du plastique médical. Lorsqu'elle le retira enfin, tout le monde se rapprocha. C'est une carte micro SD modifiée, a confirmé Rodriguez. Quelqu'un s'est donné beaucoup de mal pour la cacher. Le pouls de Crawford s'accéléra. Pouvons-nous accéder à ce qu'il contient? Oui. Donne-moi un ordinateur portable. À 8h25, le technicien judiciaire Michael Torres a connecté l'appareil. Des dizaines de fichiers audio sont apparus. Tous datés d'avril à septembre 2017. Il y a 43 enregistrements, a rapporté Torres. Certains ne durent que quelques secondes. D'autres plusieurs minutes. Jouez le premier, ordonna Crawford. La salle retenait son souffle tandis que les voix remplissaient l'air. La première voix était sans équivoque, celle de David Mitchell, le mari supposément décédé de Sarah. « Tu es sûr que ça va marcher, Ken ?» La voix de David tremblait. Une deuxième voix répondit, calme, assurée. « David, je suis procureur depuis 15 ans. Crois-moi. Quand j'aurai fini, tout le monde croira que tu es mort. Et que Sarah t'a tué. » Crawford sentit son sang se glacer. Le lendemain matin, les recrues se tenaient en formation au stand de tir. Maya se plaça au fond, les mains légèrement tremblantes. « Voyons enfin de quel bois est fait Petite Souris », murmura Brad à Tyler. Morrison tendit un fusil à Maya. Elle le serra comme s'il allait la mordre. « Prends ton temps, Washington, dit doucement Morrison. » Maya s'avança vers la ligne de tir. Les autres recrues l'observèrent, s'attendant à un nouvel échec. Elle porta le fusil à son épaule. Sa respiration s'accéléra, sa posture changea. En un instant, elle ne ressemblait plus à la recrue timide dont tout le monde se moquait. Elle paraissait calme. Professionnelle. Le premier coup a touché la cible en plein centre. Coup de chance, marmonna Marcus. Le deuxième coup de feu a frappé le même endroit. Le troisième a percé le même trou. Les conversations cessèrent. Les recrues regardèrent, stupéfaites, Maya tirer 3 fois de plus. Parfaitement. Précis. Elle baissa le fusil et recula, les larmes aux yeux. « Je ne peux pas faire ça », murmura-t-elle. Sterling s'approcha. « Pourquoi ? » « Parce que chaque fois que je tiens une arme, je vois leur visage, dit-elle doucement. David. Sarah. Marcus. Jessica. Anthony. Robert. Mon équipe. Que voudrait-il que tu fasses ? Demanda doucement Sterling. Maya essuya ses larmes. Il voudrait que j'aide les gens. Pas que je tue. Brad s'approcha lentement. Comment as-tu ? L'entraînement, répondit simplement Maya. Des années d'entraînement. Mais ça avait l'air si facile. Maya lui lança un regard triste. Rien n'est facile. Ces compétences m'ont coûté tout ce que j'aimais. Le silence retomba sur le stand. Maya rendit le fusil à Morrison. Je suis venu ici pour voir si je pouvais servir différemment. Pas comme une arme. Mais peut-être comme un enseignant. Sterling hocha la tête. Et maintenant ? Maintenant, je sais. Être fort ne signifie pas être mortel. Cela signifie aider les autres à trouver leur propre force. Tyler s'avança. Je te dois des excuses. Non, dit doucement Maya. Tu te dois une chance de devenir meilleure. Elle s'éloigna du terrain de tir. Pour la première fois depuis des semaines, personne ne l'insulta. Ce soir-là, Sterling trouva Maya assise seule derrière la caserne, regardant les étoiles. « Je sais qui tu es maintenant, dit-il doucement. Mais j'ai besoin de savoir autre chose. » Maya ne le regarda pas. « Qu'y a-t-il, général ?» « Il y a 5 ans,
la mission où mon équipe a été prise en embuscade, c'était vous? Elle resta silencieuse un long moment. Quel souvenir gardes-tu de ce jour-là? Tout. Nous étions coincés près de l'ancienne station d'épuration. 3 snipers nous avaient coincés derrière des barrières en béton. Mon radio, Jenkins, a reçu une balle dans la poitrine. Maya hocha la tête. Tu as essayé de le porter sur 200 mètres pour le mettre en sécurité. Sterling retint son souffle. Comment le saurais-tu si? Vous étiez Major Sterling à l'époque. Fraîchement promu. Vous n'arrêtiez pas d'appeler des renforts malgré les dégâts de votre radio. C'était bien vous, n'est-ce pas? Position de la tour. 847 mètres. Vent du nord-est. 25 km/h. Elle le regarda enfin. Tu as recouvert Jenkins de ton propre corps. Sterling sentit les larmes lui monter aux yeux. Il est mort 3 jours plus tard, mais il a pu dire au revoir à sa femme. Il tenait sa fille nouveau-née dans ses bras. Maya se leva. Nous avons tous fait notre travail ce jour-là, général. Votre courage a sauvé des vies. Et 1 an plus tard, j'ai perdu 6 personnes qui comptaient beaucoup pour moi. Sterling comprit. C'est pour ça que tu es là. La culpabilité du survivant. Je n'arrête pas de me demander pourquoi j'ai survécu et eux sont morts. Pourquoi c'est moi qui ai survécu? Parce qu'il fallait bien que quelqu'un raconte leur histoire, dit Sterling doucement. Il fallait bien que quelqu'un perpétue leur mémoire. Maya s'essuya les yeux. Depuis des années, je cherche un moyen de leur rendre hommage. Je ne peux pas les ramener. Mais peut-être que je peux empêcher d'autres soldats de vivre ce que j'ai vécu. Sterling posa une main sur son épaule. Il serait fier de ce que tu es devenu. Je l'espère, murmura Maya. Je l'espère vraiment. Le lendemain, dans le bureau de Sterling, en présence de Morrison, Maya a partagé la vérité sur Red Lynn. Nous avons été envoyés pour sauver 3 diplomates, a-t-elle commencé. Des cibles de grande valeur détenues à 320 km derrière les lignes ennemies. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Demanda Sterling. Tout, dit Maya. Quelqu'un a divulgué les détails de la mission. On est tombé dans un piège parfait. Sa voix restait calme, mais ses mains tremblaient. David Chen était de Bravo One. Il a été le premier à franchir la porte. Le premier à mourir. Sarah Martinez, de Bravo Two, notre médecin, a été touchée par un sniper alors qu'elle tentait de le sauver. Marcus Thompson, aux explosifs. Jessica Rodriguez, aux communications. Anthony Williams, aux techniciens. Et bravo aussi, le capitaine Robert Ray. Notre chef d'équipe. Mon fiancé. Morrison et Sterling échangèrent un regard. La voix de Maya vacilla. Robert a tenu bon pour que je puisse extraire les otages. Il est mort pour nous faire gagner du temps. Comment as-tu accompli cette mission seul? Demanda doucement Sterling. J'étais posté à 400 mètres, en surveillance. Je voyais tout, mais je n'arrivais pas à les atteindre assez vite. Maya se tenait debout et faisait les 100 pas. Une fois les otages en sécurité, je suis rentré. Je ne pouvais pas les quitter. C'était du suicide, mais il fallait que j'essaie. Combien de temps êtes-vous resté là? Demanda Sterling. 18 heures, murmura-t-elle. J'ai transporté tous les corps jusqu'au point d'extraction. Un par un. Les forces ennemies continuaient d'arriver, mais je ne pouvais pas les laisser derrière. Elle se tourna pour leur faire face. Quand les renforts sont arrivés, j'étais assis près du corps de Robert. J'attendais. Ils t'ont offert des médailles, dit doucement Morrison. Je les ai refusées, répondit Maya. Parce que les médailles ne ramènent pas ceux qu'on aime. Et je ne les méritais pas alors que mon équipe était morte. Sterling hocha la tête. Et c'est pour ça que tu es là. Pour voir si tu peux servir sans être une arme. Maya sourit faiblement. Pour voir si je peux montrer l'exemple plutôt que la peur. Le lendemain matin, pendant l'entraînement, Brad a de nouveau confronté Maya. J'ai entendu parler de ta fusillade hier, dit-il d'une voix forte. Tout le monde peut avoir de la chance une fois. Maya regarda Sterling, qui hocha la tête. Tu penses que c'était de la chance? Demanda-t-elle calmement. Je pense que tu as passé une bonne journée, ricana Brad. Ça ne veut pas dire que tu es spécial. Maya récupéra un fusil. Qu'est-ce qui te convaincrait?
Frapper 10 cibles mouvantes, a lancé Brad. Ensuite, on en reparlera. Maya se dirigea vers le stand de tir avancé. Les recrues la suivirent, s'attendant à un échec. Morrison installa les cibles mobiles à environ 200 mètres, à environ 400 mètres. Maya vérifia le fusil. Respira. Concentré. Le premier coup atteignit le centre. Le deuxième. Le troisième. Tous parfaits. Au 6e coup, plus personne ne parla. 10 sur 10. Elle baissa le fusil, les larmes coulant. Ces compétences, dit-elle doucement, m'ont coûté les personnes que j'aimais le plus. Brad recula, pâle. Qui es-tu? Je m'appelle Maya Washington, dit-elle doucement. Mais dans l'armée, on m'appelait Shadow. Morrison s'avança. C'était Black VIP 7. L'unité de sniper la plus prestigieuse jamais créée. Les recrues restèrent là, stupéfaites, silencieuses. Il y a 4 ans, toute mon équipe a péri lors d'une mission appelée Ligne Rouge. Je suis le seul survivant. Tyler a retrouvé sa voix. On traitait un héros de guerre comme rien, murmura Marcus. Maya secoua la tête. Tu as traité quelqu'un qui réclamait ton respect de la bonne manière, non pas par la peur, mais par l'action. Elle se tourna vers la caserne, puis s'arrêta. Je suis venu ici pour voir si je pouvais être fort sans être mortel. Vous m'avez aidé à trouver la réponse. Brad l'appela. Quelle est la réponse? Maya se retourna, la voix ferme. La vraie force consiste à aider les autres à trouver la leur. Elle a rassemblé les recrues. Tu veux savoir qui je suis vraiment, dit-elle. Je te dirai tout. Elle retira sa veste et retroussa ses manches, dévoilant clairement son tatouage. Mon vrai nom est Maya Washington. Dans l'unité Black VIP, on m'appelait Shadow. J'étais la sniper qui assurait la couverture lors des missions impossibles. Brad remua, mal à l'aise. Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit avant, demanda-t-il. Parce que je ne voulais pas être jugé pour ce que j'avais fait, dit-elle doucement. Je voulais être jugé pour ce que j'avais choisi de devenir. Maya commença à marcher lentement autour du cercle. Je suis venu dans ce programme parce que j'avais besoin de savoir quelque chose. Pourrais-je servir à nouveau sans être une tueuse? Pourrais-je diriger par le respect, et non par la peur? Tyler leva la main. Mais tu nous laisses te traiter comme. Je t'ai laissé me montrer qui tu étais vraiment, interrompit doucement Maya. Et j'ai appris quelque chose d'important sur vous tous. Elle s'arrêta devant Marcus. Tu es un protecteur naturel, mais tu ne protèges que ceux qui, selon toi, méritent d'être protégés. Elle s'approcha de Tyler. Tu es loyal et courageux, mais tu suis les mauvais dirigeants. Puis elle s'est tournée vers Brad. Et toi, tu as un réel potentiel de leadership, mais tu l'utilises pour démolir les gens au lieu de les élever. Brad baissa les yeux. Je suis désolé. Ne t'excuse pas, dit Maya calmement. Promets-moi plutôt quelque chose. Quoi? Promets-moi de ne jamais juger un vétéran sur son apparence ou son traumatisme. Promets-moi de protéger ceux qui semblent les plus faibles. Brad se redressa. Promis. Maya s'adressa à l'ensemble du groupe, chacune ici pourrait me sauver la vie un jour. Et je pourrais vous sauver la vôtre. Nous sommes tous brisés d'une manière ou d'une autre. Nous essayons tous de guérir. Elle sortit une petite photo ou un cliché militaire délavé. C'étaient mes coéquipiers. Ma famille. Ils sont morts en protégeant des gens qu'ils n'avaient jamais rencontrés. Maya brandit la photo. Je ne peux pas les ramener. Mais je peux faire en sorte que leur sacrifice ait un sens. Sterling s'est manifesté. Washington a accepté de rester et de contribuer à la formation des futures promotions. Les recrues sursautèrent de surprise. Mais pas en tant qu'instructrice, précisa Maya. En tant que personne qui rappelle aux soldats que notre rôle est de protéger la vie, pas de la prendre. Asseyez-vous tous, dit-elle face au groupe qui lui avait pourri la vie pendant des semaines. Ils ressemblaient maintenant à des enfants surpris en flagrant délit. Je veux parler des préjugés. De ce qui se passe quand on juge les gens sans connaître leur histoire. Brad prit la parole le premier. Nous avons fait une erreur. Nous le savons maintenant. Oui, tu as fait une erreur. Moi aussi. Les recrues semblaient confuses. Je pensais que vous étiez juste des tyrans. Je pensais que vous ne pouviez pas changer.
J'avais tort. Maya s'avança vers le centre du groupe. Tu voyais une petite femme et tu pensais faible. J'ai vu des vétérans blessés et je pensais le briser. Nous avons tous fait la même erreur. Tyler leva la main. Quelle erreur? Nous avons oublié que chaque personne a de la valeur, a déclaré Maya. Chacun a quelque chose à nous apprendre. Elle désigna Marcus du doigt. Tu m'as appris que la loyauté peut être mal orientée, mais qu'elle vient toujours d'un bon cœur. Elle regarda Tyler. Tu m'as montré que parfois, les gens suivent la foule parce qu'ils ont peur d'être seuls. Finalement, elle se tourna vers Brad. Et tu m'as rappelé qu'un leadership sans compassion n'est que de l'intimidation avec autorité. Brad se leva. Comment peux-tu nous pardonner après ce qu'on a fait? Parce que garder la colère me fait plus de mal qu'à toi. Et parce que je crois que les gens peuvent changer. Maya sortit 6 feuilles pliées de sa poche. J'ai écrit une lettre à chacun d'entre vous, non pas à propos de vos erreurs, mais de vos points forts. Elle les a distribués un par un. Brad, tu es un leader né. Utilise-le pour inspirer les autres. Tyler, ta loyauté est incroyable. Assure-toi simplement que la personne que tu suis le mérite. Marcus, tu as bon cœur. Fais-lui plus confiance qu'à la foule. Elle termina de distribuer les lettres. Les vrais soldats ne se vantent pas du nombre d'ennemis qu'ils ont tués. Ils se souviennent de chaque vie sauvée. Morrison s'avança. Et nous, les instructeurs? Que avons-nous appris? Maya lui adressa un sourire triste. Briser les gens, ce n'est pas les construire. Sterling hocha la tête. Nous changeons nos méthodes d'entraînement à cause de toi. Bien, dit Maya doucement. Ces hommes n'ont pas besoin d'être détruits. Il faut leur rappeler qui ils peuvent devenir. Elle lança un dernier regard au groupe. Mes coéquipiers sont morts en protégeant des gens qu'ils ne connaissaient pas. Vous pouvez leur rendre hommage en vous protégeant les uns les autres. Je pars demain, a annoncé Maya lors de leur dernière séance d'entraînement ensemble. Les recrues semblaient déçus. Mais vous venez d'arriver, protesta Tyler. J'ai eu ce que je cherchais, dit doucement Maya. Et je t'ai donné ce dont tu avais besoin. Au cours de la semaine écoulée, tout avait changé à Fort Blackstone. Les recrues travaillaient ensemble au lieu de rivaliser. Elles s'entraidaient au lieu de s'entre-déchirer. Brad était devenu un véritable leader. Il veillait à ce que personne ne soit laissé pour compte lors des exercices. Il défendait les recrues les plus faibles. Tyler avait cessé de suivre la foule et avait commencé à penser par lui-même. Il aidait les nouveaux arrivants à se sentir bien accueillis. Marcus a utilisé sa gentillesse naturelle pour soutenir ses coéquipiers en difficulté. Il était devenu la personne vers qui les autres se tournaient pour obtenir de l'aide. Même les instructeurs avaient changé. Morrison a cessé d'utiliser la peur comme motivation. Il a commencé à développer la confiance au lieu de briser le moral. Que adviendra-t-il du programme? Demanda Brad. Sterling s'avança. Nous opérons des changements permanents. Fini les tactiques d'humiliation. Fini les méthodes qui brisent les gens. À cause de Maya, demanda Marcus. Parce que Maya nous a montré une meilleure voie, a confirmé Sterling. Maya rangea ses quelques affaires, le même petit sac à dos qu'elle avait emporté à son arrivée. Je veux que vous vous souveniez tous d'une chose. Dans 6 mois, quand les nouvelles recrues arriveront, certaines sembleront faibles ou différentes. Le groupe a écouté attentivement. Je veux que tu te souviennes de ce que tu as ressenti quand tu as mal jugé quelqu'un. Je veux que tu le protèges. Brad hocha la tête. On le fera. Et n'oubliez pas, la force ne signifie pas être le plus fort. Elle consiste à aider les autres à trouver leur force. On se reverra, demanda Tyler. Maya sourit. Chaque fois que tu aideras quelqu'un dans le besoin, tu me verras. Cette nuit-là, Maya resta assise seule dans la salle commune pour la dernière fois. Les recrues s'approchèrent d'elle ensemble. On a quelque chose pour toi, dit Brad. Il lui tendit une petite plaque en bois. On pouvait y lire. À la mémoire de David, Sarah, Marcus, Jessica, Anthony et Robert, des héros qui continuent de vivre à travers ceux qu'ils ont sauvés. Les yeux de Maya se remplirent de larmes. Merci, dit doucement Tyler. Merci de ne pas nous avoir abandonnés. En se dirigeant vers sa couchette, Maya réalisa qu'elle avait trouvé la réponse. Elle pouvait à nouveau servir, non pas comme arme, mais comme guérisseuse. 6 mois plus tard,
Maya se tenait aux portes de Fort Blackstone, une valise à la main. Le général Sterling l'accueillit avec un sourire. Prêt à rentrer à la maison? Je pense que oui, répondit doucement Maya. Elle avait passé les derniers mois à travailler dans des centres de soutien aux vétérans à travers le pays, mais Sterling avait une autre offre pour elle. Je veux que vous dirigiez un nouveau programme ici. Pas seulement une formation à la réintégration, mais quelque chose de plus vaste. Un programme complet de développement du soldat. Maya regarda le terrain d'entraînement à travers le portail. En quoi serait-ce différent? À tous les niveaux, a déclaré Sterling. Nous formons nos collaborateurs dès le premier jour. Nous enseignons le leadership par le service, et non par la peur. Et vous n'aurez plus jamais à être sur le terrain. Plus jamais. Votre travail consisterait à sauver des vies en prévenant les traumatismes, et non en les réparant après coup. Maya hocha lentement la tête. J'accepte. Ils franchirent le portail ensemble. Sur le terrain d'entraînement, Maya vit Brad diriger un groupe de nouvelles recrues lors d'exercices, mais au lieu de crier, il les encourageait. Tyler aidait une recrue en difficulté avec son équipement. Marcus apprenait patiemment à bien manier les armes. Ils se souviennent, dit doucement Maya. Ils s'en souviennent parce que vous leur avez montré quelque chose de mieux, a répondu Sterling. Maya s'approcha du groupe. Les nouvelles recrues semblaient nerveuses en voyant son uniforme d'instructrice. Ne vous inquiétez pas, leur dit Brad en souriant. Voici Maya. Elle est là pour vous aider, pas pour vous faire du mal. L'une des nouvelles recrues, une jeune femme qui semblait effrayée et déplacée, attira l'attention de Maya. Comment t'appelles-tu? Demanda Maya. Jennifer, madame. Je ne suis pas sûr d'être à ma place ici. Maya sourit doucement. J'ai ressenti la même chose à mon arrivée. Mais appartenir à un groupe ne signifie pas être parfait, mais être prêt à évoluer. Jennifer se détendit légèrement. Maya s'adressa à tout le groupe. Je suis ici pour vous apprendre qu'être un soldat signifie protéger les autres, et non prouver à quel point vous êtes fort. Elle regarda les visages pleins d'espoir autour d'elle, des visages non plus animés par la peur mais par un objectif. Vous ferez des erreurs. Vous rencontrerez des difficultés. Mais vous découvrirez aussi des forces que vous ignoriez. Maya sortit la plaque en bois que la classe précédente lui avait donnée. Voici mes coéquipiers. Ils m'ont appris que les vrais héros ne recherchent pas la gloire. Ils cherchent à servir. Elle a placé la plaque sur une table où tout le monde pouvait la voir. Chaque jour, nous nous demanderons, comment pouvons-nous honorer leur sacrifice? De loin, Sterling regardait Maya commencer son premier cours officiel. Ils ne sont pas morts en vain, a dit Maya à ses nouveaux élèves. Ils continuent de vivre dans chaque vie que nous contribuons à sauver.